Bougez plus, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Le journal. « 13h30 sur les ondes de Radio Tunis, Chaîne Inter, le journal présenté aujourd'hui par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, la justice prononce ses verdicts dans l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État. Des peines de prison allant de 13 à 66 ans ont été prononcées contre les personnes impliquées. Pour que le drame de Mazoun ne se reproduise plus, les délégations régionales de l'éducation du Nord-Ouest font l'inventaire des établissements éducatifs nécessitant des travaux de réparation et d'entretien. Le câble dans cette édition de notre correspondant sur place. Ça roulera mieux à l'entrée sud de la capitale. Une nouvelle bretelle reliant Rades et Benaous à la capitale, ouverte ce matin à la circulation. La Caisse générale de compensation, véritable hémorragie pour les finances publiques. Les dépenses de compensation ne cessent d'exploser sous l'effet d'une mauvaise gouvernance, de gaspillage et de détournement. Comment réformer le système et alléger le fardeau? Réponse dans cette édition. Diversifier le produit touristique pour drainer une nouvelle clientèle à fort pouvoir d'achat. L'effort vise à promouvoir de nouveaux modes d'hébergement autres que les hôtels. Les hébergements alternatifs figurent en bonne place. Explication dans cette édition de l'ONTT. Et dans le monde, l'odeur de la mort se dégage toujours de la bande de Gaza. Au moins 92 martyrs sont tombés au cours des dernières 48 heures. Football, 4 matchs cet après-midi pour le compte de la 27e journée du championnat de Ligue 1 à l'affiche jeunesse sportive de l'Oman, étoile sportive du Sahel. Madame, Monsieur, bonjour. Les jugements dans l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État sont tombés aujourd'hui à l'aube. La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme a prononcé des peines de prison allant de 13 à 66 ans contre 40 accusés. Le tribunal a également ordonné l'exécution immédiate des peines à l'encontre des accusés en fuite. Parmi les accusés figurent des personnalités politiques, d'anciens responsables, des avocats et des hommes d'affaires. Parmi les figures politiques impliqués dans cette affaire se trouvent Aïssam Chebi, Razi Chaweshi, Jawhar Bembak, d'anciens dirigeants du mouvement Nahda, ainsi que d'autres personnalités, telles que l'homme d'affaires Kamel El-Taïf, l'ex-député Bouchab El-Haj Hamida et le français Bernard-Henri Lévy. Le premier substitut du procureur de la République auprès du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a précisé que cette affaire implique plusieurs personnes. Certains des accusés sont en détention et d'autres sont en fuite. Le responsable a précisé que les accusés ont été jugés coupables à divers degrés de complot contre la sûreté de l'État et pour adhésion à un groupe terroriste. Parmi les condamnés figurent des personnalités politiques, des avocats, des hommes d'affaires. Certains sont emprisonnés depuis leur arrestation il y a 2 ans et d'autres sont en liberté. Et le collectif de défense dans l'affaire dite du complot contre la sûreté de l'État a vivement rejeté aujourd'hui les verdicts prononcés par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis. Le collectif a dénoncé un procès qui n'a pas respecté selon lui les conditions minimales d'un procès pénal ni les garanties élémentaires d'une audience équitable. Les audiences se sont déroulées à distance, une décision justifiée par l'existence d'un danger réel, mais boycottée par la majorité des accusés détenus. Les avocats de la défense avaient en vain réclamé un retour aux audiences en présentiel, jugé selon eux essentiel pour garantir un procès équitable. La mobilisation est totale dans les délégations régionales de l'éducation du Nord-Ouest après l'hécatombe du lycée de Mazoun, dont le gouvernorat du Sidi Bouzid. Les responsables semblent avoir tiré les leçons de la mort des 3 élèves dans l'effondrement de la clôture de leur lycée. Et dans le Nord-Ouest, on s'affaire à établir l'état des lieux de l'infrastructure scolaire en vue d'engager sans délai les interventions nécessaires dans les établissements nécessitant des travaux de réhabilitation. Le point avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibi. Le bilan paraît même lourd dans certains gouvernorats, notamment à Béja où 30 points à risque ont déjà été recensés cette semaine dans les établissements scolaires avec une proportion de 90% pour des clôtures menaçant ruine ou nécessitant des réparations urgentes ou immédiates. Cette liste n'est pas définitive car toutes les inspections des infrastructures éducatives n'ont pas été encore achevées, tout comme encore dans le reste des établissements scolaires des autres régions des gouvernements
gouvernorat du Nord-Ouest où de nombreuses écoles primaires et autres établissements scolaires ont été construits grâce à un effort de la population sans avoir obéi au passage par les fourches codines des tests géophysiques ou des analyses du sol, ce qui a entraîné au fil du temps des fissures et des délabrements au niveau de certains établissements scolaires construits à la fin du siècle dernier. Cela étant, les municipalités sont passées à leur tour au diagnostic de la situation prévalente dans les villes dans le domaine des logements, exhortant au passage les propriétaires à la réparation des biens immobiliers représentant des dangers ou leur destruction et leur reconstruction le cas échéant. Un dossier à suivre. Éducation toujours, les épreuves du bac sport se poursuivent dans tout le pays, mais dans des conditions inégales. Par ailleurs, certains candidats continuent d'adopter des comportements à risque pour célébrer l'événement, souvent sans encadrement ni restriction. Décryptage dans notre correspondant pour les régions du centre et du sud, Larda Suid. Dans certaines régions privilégiées, les exercices physiques se déroulent sur du gazon et du tartan. Dans d'autres centres comme à Hassifrit, gouvernorat de Gasserine, et Belkhir, gouvernorat de Gafsa, sur des pistes caillouteuses et des espaces parsemés de graviers mordants et édentés. Pour les candidats au baccalauréat de l'année, cet examen d'éducation physique constitue l'ultime étape de défoulement. Un exutoire, une écluse levée et un palier de repos avant de rentrer dans le vif du sujet, la période des révisions et le passage des concentrations. Mais voilà que depuis quelques années, le bac sport est célébré comme un événement festif et jubilatoire, au cours duquel tous les débordements comportementaux sont permis et tolérés l'espace d'une journée. Si les démonstrations exhibitionnistes et exhalatoires délassent et déstressent des élèves sans risque et sans danger, il y a une nouvelle habitude aux conséquences risquées, pouvant être très graves. Certains parents inadvertants et insouciants prêtent leur véhicule à leurs enfants, peu ou prou initiés à la conduite automobile. Ces jeunes y embarquent leurs camarades en grand nombre et s'adonnent à corps joie à des rodéos périlleux et des slaloms dangereux en cortège zigzagant à travers les artères des centres urbains de nos villes, à vitesse à tombeau ouvert. Une nouvelle bretelle reliant Rades et Ben Aous à la capitale a été ouverte ce matin à la circulation. L'exploitation de cette nouvelle bretelle entre dans le cadre de la poursuite des travaux d'élargissement dans l'entrée sud de la capitale. Elle fait partie de la 4e tranche du projet afin de fluidifier le trafic routier. Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat annonce donc l'ouverture à la circulation de cette bretelle. Il appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance compte tenu de la poursuite des travaux dans les parties restantes du projet. Authenticité et modernité, la Tunisie célèbre officiellement à partir d'aujourd'hui le mois du patrimoine, l'occasion de mettre en valeur un patrimoine matériel et immatériel millénaire. Cette célébration est hautement symbolique, elle est destinée à rappeler aux Tunisiens l'importance de cet héritage précieux et la nécessité de le préserver tout en renforçant le sentiment d'appartenance. Au-delà de la mise en valeur des monuments historiques, la Tunisie insiste particulièrement durant ce mois sur l'importance de promouvoir notre artisanat. L'objectif est de faire rayonner notre savoir-faire artisanal à l'échelle mondiale en misant justement sur la créativité de notre jeunesse. De jeunes artisans passionnés par les métiers de leurs ancêtres et portés par une ambition sincère œuvrent en effet pour la survie et le renouveau de ce secteur. Écoutons ces témoignages recueillis par Zainab Fels. Nous avons travaillé à adapter le produit selon le marché, tout en gardant le volet artisanal, le volet culturel pour ne pas perdre notre patrimoine. Nous, on a nouvellement travaillé sur l'artisanat, donc c'est depuis une année. On a finalisé les formations le mois de décembre et à partir du mois de janvier, on a entamé la production. Nous avons l'appui de l'Office national de l'artisanat, des différentes directions régionales, femmes, emploi. Mais je pense que nous avons encore plus besoin d'appui de par les entités publiques et les entités privées. Nous avons entamé la commercialisation depuis décembre et janvier. Actuellement, nous avons une difficulté pour commercialiser le produit. Amel Tijani, artisanat. Ce métier intéresse les jeunes, oui. Les gens s'intéressent à ce produit. Il y a des conversations.
Mona Abid, designer entrepreneur. On travaille dans le secteur du tourisme et de l'artisanat. Ma formation de base, donc j'ai choisi de faire de la création, surtout valoriser l'artisanat tunisien. Ce secteur, il est en cours de développement, il y a beaucoup d'opportunités. Voilà, le marché de l'artisanat est riche. Il y a une certaine clientèle qui s'intéresse de notre savoir-faire et surtout d'avoir une touche moderne et traditionnelle. La compensation des produits de base, véritable fardeau pour le budget de l'État, créé au début des années 70 pour soutenir les catégories vulnérables de la population, la Caisse générale de compensation ne cesse de creuser son déficit. Son budget ne cesse de prendre des proportions alarmantes au fil des années face à la flambée des prix des produits compensés sur les marchés internationaux, mais pas uniquement. La politique de compensation paye également les frais d'une mauvaise gouvernance, de gaspillage, de contrebande, mais également de détournement de destination des divers produits subventionnés. L'analyse de Sami Awedi, professeur d'économie à l'université de Tunis-Mana et membre du Conseil national de la statistique. Il était l'invité de Mondazid dans l'émission Écosphère. Dans cette politique de la compensation, il y a beaucoup de détournements, beaucoup d'effets de fuite. La Banque mondiale, l'avant-année dernière, avait entrepris une étude qui montre qu'il y a des compensations en cascade rien que pour les produits céréaliers. C'est-à-dire que les intervenants se multipliaient de manière indue. Il y a un certain détournement au profit d'opérateurs économiques. Et c'est valable pour les produits alimentaires et surtout pour les produits énergétiques. Donc c'est des bénéficiaires indus. On nous comptabilise 350 millions de dinars, c'est énorme, de compensation de l'huile végétale. Pouvez-vous me montrer où est-ce que existe cette huile végétale? Elle est dans les entreprises de fabrication de la peinture. Et chez les autres opérateurs économiques, y compris les tailleries, etc. Concernant l'énergie, il y a un tel effet de fuite. Il y a un véritable problème de gouvernance. Nous sommes restés incapables de développer le raffinage. Et nous avons une seule raffinerie, la Styr, qui a une capacité très limitée. Et nous importons des produits raffinés. Il est clair que dans sa forme actuelle, le système de compensation est devenu injuste et contre-productif. La classe la plus défavorisée, qui est censée être la première bénéficiaire de ce mécanisme, ne l'est pas en vérité, puisque seulement 12% des ressources de la caisse de compensation bénéficient effectivement à ceux qui en ont véritablement besoin. Et pour rectifier le tir, il est plus que jamais indispensable de réformer le système de compensation. Comment et par quels moyens? Écoutons la réponse de Sami Awedi. La liste des produits compensés, céréales, l'huile végétale, le lait, le sucre, le papier scolaire et tout ce qui est pâte alimentaire. Le plus lourd produit, c'est les céréales. Ils ont représenté en 2024 2446 millions de dinars sur des dépenses de compensation totale de 3501. C'est énorme. Ce qui n'est pas dit, c'est l'incapacité de tous les gouvernements de mener une politique agricole à même d'emmener la Tunisie à satisfaire au moins les 3/4 de ses besoins. Nous avons des centaines de milliers de terres domaniales en friche. Et il en va de même pour le lait. Et l'État ne fait rien. Si le gouvernement faisait un effort, contrôler la circulation et les bénéficiaires réels de ces produits alimentaires, ce chiffre de 3500 descendrait facilement et ne poserait pas autant de problèmes. La Tunisie ambitionne de renforcer son attractivité touristique et d'accroître les flux de visiteurs. Pour cette année, les autorités tablent sur l'accueil de 11 millions de touristes, un objectif ambitieux qui nécessite la diversification du produit touristique. Dans cette optique, les autorités œuvrent à allonger la saison touristique en misant sur une offre plus diversifiée et mieux répartie dans le temps. L'une des mesures phares consiste en la promotion des hébergements alternatifs. Un cahier de charge encadrant l'activité des maisons d'hôtes, des gîtes ruraux ou encore les campings sera effectivement publié dans les tout prochains mois afin d'augmenter la capacité d'accueil et de répondre aux attentes de nouveaux profils de touristes en quête d'authenticité et d'expérience hors des sentiers battus. Najla Mansouri, directrice des affaires juridiques à la MNTT et chef de projet pour la révision de la réglementation relative au secteur touristique, elle intervient au micro de Zainab Fès. On veut intégrer ces projets dans le circuit économique, c'est très important. On compte actuellement plus que 2000 établissements touristiques qui travaillent d'une manière informelle. C'est pour ça qu'on a commencé par ces 4 cahiers de charges. Les cahiers de charges concernent les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux,
les motels et les campings. On a constitué 4 équipes. Chaque équipe a préparé un projet de cahier de charge qui a été soumis à la professionnelle. On a essayé de faire participer le maximum de professionnels pour avoir un projet qui satisfait l'administration d'une part et les professionnels d'autre part. Ce type d'hébergement va permettre d'étaler la saison touristique. La saison touristique tunisienne, principalement, elle tourne autour de la mer. On veut intégrer les autres régions dans le secteur touristique. En plus, les besoins de touristes ont évolué. Le touriste, ce n'est plus le touriste il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il cherche l'expérience, l'aventure, la découverte. Il cherche plus l'intimité, le dépaysement. Il veut s'échapper de la technologie, du bruit, de la pollution. Et c'est ce type d'hébergement qui va permettre ça. Actualité dans le monde, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 51 157 martyrs et près de 117 000 blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes affirment que les corps de 92 martyrs et 219 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 48 heures. Elles précisent que près de 1800 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis le 18 mars, date de la reprise de l'agression sioniste. Ce bilan reste incomplet puisque les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. L'Iran et les États-Unis ont entamé aujourd'hui à Rome le deuxième round de pourparlers sur le programme nucléaire iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff tiennent ces discussions sous la médiation du sultanat d'Oman. Le chef de la diplomatie iranienne a fait part de ses sérieux doutes quant aux intentions des États-Unis. Il a affirmé que son pays est conscient que le chemin vers un accord n'est pas sans embûches. La Russie a revendiqué aujourd'hui avoir repris l'avant-dernière localité encore sous le contrôle de l'armée ukrainienne dans la région russe de Koursk. Moscou parachève ainsi quasi totalement la reconquête de ce territoire. Football, on joue ce week-end pour le compte de la 27e journée du championnat de Ligue 1. 4 affiches sont programmées simultanément tout à l'heure à partir de 14h30. Ces premières confrontations du week-end concernent surtout les équipes en quête de maintien ou désireuses de consolider leur position au classement. Il s'agit des matchs Jeunesse sportive de l'Orman, Étoile sportive du Sahel, Espérance sportive de Zarzis, Union sportive de Tataouine, Club sportif Sfaxien, Étoile sportive de Metlaoui et enfin Olympique de Béja, stade tunisien. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. La justice prononce ses verdicts dans l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État. Des peines de prison allant de 13 à 66 ans ont été prononcées contre les personnes impliquées. Pour que le drame de Mazouna ne se reproduise plus, les délégations régionales de l'éducation du Nord-Ouest font l'inventaire des établissements éducatifs nécessitant des travaux de réparation et d'entretien. Ça roulera mieux à l'entrée sud de la capitale. Une nouvelle bretelle reliant Radès et Benaous à la capitale ouverte ce matin à la circulation. Et dans le monde, l'odeur de la mort se dégage toujours de la bande de Gaza. Au moins 92 martyrs sont tombés au cours des dernières 48 heures. Un bilan encore provisoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne écoute sur les ondes de RTCI. RTCI, la plus belle des radios.